Deuxième partie de l'émission L'autre journal. Retour sur ce plateau avec Magloire Kwakouvi. Il est enseignant, chercheur en philosophie à la retraite. Isidore Kouanou, rédacteur en chef du journal Alternative, nous accompagne dans cette émission. Isidore, vous avez une question pour le professeur? Oui, professeur, restons sur le plan politique. 2020, c'est demain. Oui. Est-ce qu'on peut espérer une alternance en 2020? Théoriquement, ça dépendra des réformes. Parce que s'il y a une élection réellement à 2 tours et non pas une pléthore de candidats, on peut dire que tous ceux qui veulent l'alternance peuvent se coaliser au 2e tour pour battre le système sur place. Mais nous avons vu comment les choses se sont passées en Gambie. Yahya Jammeh a accepté la défaite en un premier temps et puis il est revenu pour dire que non, ça ne lui plaît pas. Bon, est-ce que on peut augurer d'un tel problème pour le Togo? Les mécanismes que nous avons détectés se trouvent dans l'élection à 2 tours et le découpage électoral, où une voix dans la Soli vaut 13 voix dans la commune de Lomé. Donc le principe universel à l'ONU et à la CEDEAO dans ses papiers, c'est un homme, une voix, ce n'est pas un homme, 13 voix. Donc si ces 2 réformes-là arrivent et qu'il y a la transparence dans les urnes, je crois que le pays connaîtra une certaine accalmie pendant 5 ans au moins. Oui, professeur, on sait que le Togo est le seul pays de la sous-région à ne jamais connaître l'alternance. Oui. Aujourd'hui, faut-il encourager l'histoire de l'affaire du 3e mandat? Parce que quand vous prenez la Guinée-Conakry qui est dont le président est médiateur dans la crise togolaise, il y a cette question de 3e mandat qui vient. Vous prenez la Côte d'Ivoire, le problème se pose également. Oui, mais ça, c'est des velléités de ceux qui sont au pouvoir. Nous avons vu comment Abdoulaye Wade a ramené à Dakar des professeurs d'université, des doyens de facultés de droit, pour prouver par A plus B qu'il pouvait encore briguer un 1e mandat. Mais ça n'a pas empêché qu'on l'ait battu quand même. Donc je pense que ces velléités-là, on peut en venir à bout. Yahi Boni, à côté, a voulu le faire. Il s'est mépris sur le pays d'où il venait. Ça n'a pas marché. Donc je pense que théoriquement, on peut connaître l'alternance, à condition que ces réformes dont je viens de parler soient faites. Justement, pour que ces réformes soient faites, il faut que la CEDEAO soit ferme. Mais non, nous ne comptons il y a un laxisme au niveau de la CEDEAO. Nous ne comptons plus sur la CEDEAO puisqu'elle nous a prouvé à suffisance depuis 2005 qu'elle ne vaut rien. Faut-il compter sur qui finalement? Non, sur nous-mêmes. En faisant quoi? Et sur les réformes. En faisant quoi? Il faut des élections à 2 tours. Au premier tour, les gens volent de leur propre aile. Au 2e tour, on se coalise pour supporter l'homme de l'alternance. C'est tout. Oui, c'est ce que les Congolais ont voulu faire et on les a dribblés entre samedi nuit et dimanche. Mais ici, il faut essayer d'abord. Professeur, ici, on a l'impression que le Togo est un cas particulier où il y a un régime qui est foncièrement contre l'alternance et en face de lui, une opposition qui semble aujourd'hui ne pas être à même de répondre, de constituer une force devant ce régime. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait arriver à l'alternance qui est tout proche de nous? Oui, c'est l'impression que ça donne. Il n'empêche pas que si par extraordinaire, on garde le principe un homme, une voix, et les élections à 2 tours, plus la suppression de Assoli, 13 voix contre 1 voix dans la commune de Lomé, la donne théoriquement change déjà. Et à ce moment-là,
on pourra compter les voix facilement de Sinkassé jusqu'à Batonou et savoir qui a réellement gagné les élections. Parce que ce qui se passe d'habitude avec l'arraisonnement des ordinateurs, des proclamations après 13 bureaux de vote, tout ça là, c'est pas beau. Vous avez vu que le soldat qui voulait sécuriser les urnes, l'image a fait le tour de la terre. Oui, justement, sur cette question, on connaît votre position. Oui, vous souhaitez le retour en 1958. Comme ça s'était passé? Oui. C'est la solution que vous préconisez aujourd'hui? C'était la solution avant que l'ONU et la CEDEAO ne nous déçoivent. C'est-à-dire confier ces élections-là à l'ONU, carrément. Est-ce que ce n'est pas de l'utopie aujourd'hui? Oh, ce n'est pas plus utopique que ceux qui parlent de leur champion pour 2020. Est-ce que c'est plus réaliste que ce que moi je dis? Voilà. Je pense que si l'ONU veut nous aider, le Togo ne sera pas en majorité. On peut nous organiser les élections avec des représentants de la sous-région dans tous les bureaux et puis proclamer les vrais résultats. C'est tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir le courage de la défaite. C'est ce courage-là que RPT et UNIR maintenant n'ont pas. Je dis souvent que le Brésil a gagné 5 fois la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas chaque fois qu'on organise la Coupe du Monde que le Brésil gagne. Donc je le leur dis à la maison de la Lonato là-bas au campus Nord que je trouve leur victoire sempiternelle là suspect. À ce moment-là, je ne connaissais pas les 13 voix contre une voix et tout ça. Bon, c'est tout. Isidore? Oui, professeur, ce qui pourrait amener aujourd'hui cette alternance, je dis pourrait parce que c'est selon les gens, c'est cette proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, remis par l'expert de la CEDEAO en 2018 dernier. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le régime rejette encore cette proposition de loi. Mais face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce qu'on est passé par toutes les voies pour amener le régime à être un peu rigide, mais... Non, je crois qu'ils ne vont pas rejeter. Et ils vont prendre la proposition et choisir là-dedans leur menu qui les arrange. C'est ça. Vous allez voir. C'est pour ça qu'ils se sont créés une majorité à l'Assemblée. Comme ça, ils auront beau jeu de tripatouiller les textes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, justement, professeur? Oh, parce que je suis togolais. Je dis souvent que j'ai fait le défilé du 27 avril 1960. J'avais 15 ans et j'étais au CM2. Donc j'ai vu comment les choses se sont passées jusqu'à ce jour. Alors, au niveau de l'opposition, oui, comment s'organiser pour faire pression, pour obtenir quelque chose? Parce que la lutte, ça dure. En règle générale, on dit que l'union fait la force. Bon. Il n'y a pas cette union au sein de l'opposition? Non, c'est depuis les années 90 que nous leur avions proposé un candidat unique en la personne de Djobo Boukari. Les gens ont dit, c'est encore le Nord, il ne peut pas. Donc, on en est là. Et lorsque le professeur Yagla Bonaventure, prof de droit, proposait que si le président est du Nord, le Premier ministre doit être du Sud, on avait vu que c'était farfelu. Mais on n'a pas besoin de ça. Le Togo est assez riche pour que l'alternance nous permette de vivre aisément dans toutes les régions. C'est ça. Professeur, vous avez un nom, une personnalité type pour ce candidat unique? Non, pas encore. Ça, moi, je fais confiance à l'histoire et à l'aléatoire. Aujourd'hui, il y a des supputations, des gens parlent de Bodjona, d'autres parlent de François Bokor, etc. Est-ce que c'est l'alternative? J'ai même entendu parler de Lawson Nicolas. Bon. L'alternative ne se trouve pas là-bas. L'alternative se trouve dans le système. C'est ça. Si quelqu'un vient et on va continuer à voler des milliards et des millions en toute impunité, élaborer des lois pour dire qu'après 5 ans, c'est fini, le vol est acquis, bon, là, on n'aura pas changé. Mais quand on parle de... quand Isidore parlait tout à l'heure de Bodjona, de François Bokor, ce sont des gens du système. Donc, on peut dire que c'est aussi l'alternative. Certains l'appellent l'alternance, mais ça,
c'est une manière de voir les choses. J'avais parlé de la psychologie de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Beaujolais, je l'ai vu comme étudiant. J'étais sur le campus dans les années 90 avec les Ould, les Meld, les Grades et le ACAM. Bon, c'est un produit type du système. C'est notre Blé Goudé national ou bien notre Guillaume Soro national. C'est tout. Aujourd'hui, parlons de la C14. Parlons de la C14. Comment voyez-vous aujourd'hui l'attitude de la C14 au sorti de ce processus électoral du 20 décembre dernier? Comment vous entrevoyez l'avenir politique de la C14? En France, on dit que la C14 s'est tiré une balle dans le pied. En faisant quoi? En boycottant le recensement. Donc, c'est exactement ce que Ouad veut faire au Sénégal. Et tout le monde se moque de lui. Lorsque vous n'avez aucun moyen pour affronter l'adversaire, il faut se creuser la tête pour trouver d'autres stratégies. La C14 devait aller au recensement, boycotter les législatives et attendre 2020 pour être électeur et éligible. C'est ce que les autres se sont dit en se frottant les mains. Bon, maintenant qu'ils n'ont pas été recensés, pour l'instant, au moment où nous sommes assis ici, ils ne sont ni éligibles ni électeurs. On ne sait pas si la donne va changer demain. Donc, ils rentrent dans l'opposition extra-parlementaire ou l'opposition informelle. Ils ne sont plus de l'opposition parlementaire ou politique tout court. C'est tout. C'est le statut qu'ils ont. Mais depuis le 20 décembre, la C14, les leaders de la C14 parlent de victoire parce qu'ils auraient appelé le peuple à ne pas sortir le 20 décembre et le peuple a répondu massivement. Ça, c'est une victoire. À la Pyrrhus. La victoire à la Pyrrhus, c'est que si vous tournez la face, quelle que soit la face que vous tournez, vous ne voyez aucun effet positif de cette victoire-là. C'est dommage que ce soit comme ça, mais bon. J'espère qu'ils analyseront à fond ce geste-là pour changer d'attitude pour les 20 prochaines années. Oui, si vous êtes donné aujourd'hui d'être parmi les leaders de la C14 au conclave ou bien aux journées de réflexion, comment il l'appelle, aujourd'hui d'être parmi eux, quel conseil donneriez-vous à ces leaders-là? Le même conseil qu'au mois de juillet 2018. Plus jamais le boycott, c'est tout. Parce que vous ne pouvez pas lutter pour des réformes constitutionnelles, électorales. Tous les Togolais ne savent pas que parmi tous les textes de loi, le texte qui a été le plus malmené, c'est le code électoral. Il a été modifié 14 fois, s'il vous plaît. Pauvre texte, quand vous le prenez, vous feuilletez, modifier. Donc, tant qu'on n'aura pas fait les choses là en bonne règle, ce n'est pas la peine d'annoncer des choses. Je suis un peu embarrassé. Vous soutenez que l'opposition participe, quelles que soient les conditions aux élections? Non, par exemple, ce n'était pas ça. C'était quoi alors? Alors là, soyez clair. Bon, je ne suis pas RFI, mais je vais dire en français facile. Voilà. Je dis que pour être éligible et électeur, il faut avoir sa carte d'électeur. Oui. Il ne fallait pas boycotter le recensement, mais ils avaient le droit de boycotter les législatives. Ça, c'est du français. Je sais pas de... Et s'il fallait faire les recensements... C2 déjà, c'est bon. S'il fallait faire le recensement, s'il fallait aller au recensement, c'est en perspective de quoi? Mais c'est en perspective de 2020, parce que 2020 est plus important que 2018. Voilà. C'est comme ça. Or, les autres, leur stratagème, c'est de les énerver pour qu'ils se fâchent et quittent les lieux comme ils font d'habitude. Et ça a marché. Aujourd'hui, les gens critiquent la santé fragile de la C14 avec des bisbilles au sein de cette coalition. Et la dernière mobilisation n'a pas comblé les attentes. Oui. Et finalement, on dit qu'il faut une recomposition de la C14. Même si on recompose, c'est mal connaître le paysage politique d'un pays.
Vous connaissez le Parti communiste français? Oui. Il n'a jamais eu plus de 20 députés en France, mais il est toujours là. Le Parti socialiste sénégalais de Wade, il est toujours là. Bon, donc la C14 peut être toujours là dans le paysage politique, prendre le temps d'aller former ses militants pour les perspectives d'avenir. C'est tout. Parce que nul ne connaît l'avenir. Apparemment, il n'y a plus de temps. 2020. Quel temps? Non. C'est en 2020. Mais non, le Togo a commencé en 1884. Qu'est-ce que 2020 par rapport à 1884? Rien du tout. Quelle stratégie pour l'opposition aujourd'hui? Il faut démonter tous les mécanismes qui permettaient au RPT et aujourd'hui à l'UNIR de gagner à tous les coups et d'avoir plus de députés que les autres. Et ça, c'est à leur portée. La représentante de l'UE l'avait dit en 2013, je crois, la dame Carlotti, etc. C'est ça qu'il faut démonter pour que le paysage électoral soit clair. Parce que le nœud gordien, c'est les 2 tours et c'est un homme, une voix, plus le découpage électoral. Que pensez-vous du grand mouvement citoyen annoncé par... C'est une manière de coaliser en attendant le prochain Atchadam, parce que on a beaucoup reproché aux gens, aux caciques de Sokone, leur sommeil qui a vu émerger Atchadam. Bon... d'ici que notre Atchadam émerge des plateaux du centre ou bien de je ne sais où, il faut se préparer. J'ai d'ailleurs une question pour vous. Nous parlons toujours de 2020. Aujourd'hui, on voit l'actuel chef de l'État qui est dans son 3e mandat va ici et là. On ne sait pas, déjà pas de pré-campagne. Comment percevez-vous cela? Non, ça peut être vu comme pré-campagne par les esprits à courte vue. Parce qu'il y a plein de marchés qu'il a construits que les gens n'animent pas. Je ne sais pas si vous le savez. Bon, ce n'est pas parce que lui, il est parti à Tabligo que toutes les artères de Tabligo seront bitumées avant Noël. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des canards sauvages. Donc, il peut aller là où il veut, il n'y a aucun problème. Mais les gens d'Afagnan ont dit dans un message audio WhatsApp de lui dire de venir construire des écoles à Afagnan parce qu'il est né là-bas. Je ne sais pas, il a dû l'entendre. Donc moi, à sa place, je serais parti à Afagnan et non pas à Tabligo pour délocaliser le Conseil des ministres. Mais peut-être que d'ici 2020, il ira à Afagnan. Peut-être que c'est pour être plus proche des populations à la base. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec bain de foule préparé. Pourquoi vous dites préparé? Parce que quand on veut faire les bains de foule, il n'y a pas de garde de corps qui rejettent certaines mains. Le président Olympio habite à la plage. Il venait à pied jusqu'à Rankopé, chez le ministre à côté Paulin, à pied, au niveau de la CNTT, des méthodistes là-bas. C'est ce qu'on appelle un vrai bain de foule. C'est pas on sort de la voiture, on repousse, on a ça. Je ne sais pas si c'est une douche de foule qu'on peut l'appeler. Professeur, Isidore a évoqué tout à l'heure, a effleuré la question. Le dernier conseil des ministres a été délocalisé à Tabligo. Si on parle de Tabligo, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? Ça dit la mauvaise politique des zones extractives du Togo. Parce qu'on exploite les phosphates depuis 1958, s'il vous plaît. Et la WASEM a dit que dans tous les pays où ils vont, ils bitument les voies jusqu'à l'endroit où ils travaillent. Bon, entre Tchévier et Tabligo, on a vu combien de temps la voie a pris avant de devenir carrossable. Et entre Tchévier et Gakpé, depuis l'indépendance, Gakpé n'a eu l'électricité qu'il y a 2 ans à peu près. La même chose pour la télé qui est arrivée au Togo en 72. Et c'est aux années 90 que Daparon a vu la télé. Bon, etc.
Donc ce n'est pas le Conseil des ministres qu'il faut délocaliser. Oui. C'est la fête de l'indépendance. C'est le Sénégal qui l'a commencé. Chaque année, on choisit une ville pour la fête de l'indépendance. Oui. Ça permet de bitumer les artères, de préparer le site pour la fête de l'indépendance. Oui. On a 1 an pour le faire. Donc voilà. Quand on veut copier, il faut bien copier les bons exemples. Oui. Hein? Parce que les tentes climatisées, tout ça, on a donné le prix. Je pense qu'on aurait pu mettre du gazon sur ce stade-là, au lieu d'apporter des tentes climatisées là-bas. Hein? Merci professeur. Ouais. On marque une deuxième pause et on aborde dans quelques secondes la troisième partie de cette émission. Restez toujours avec nous pour cette troisième partie. Il n'y a pas de problème. Merci.